Cette glorification de l'Empire, voulue par le gouvernement, ils vont être nombreux parmi les artistes à y participer. Lorsqu'André Gide s'embarque à 57 ans pour l'Afrique noire en 1925, il veut rapporter un témoignage vibrant de la diversité de cette grande France qu'il s'agit de promouvoir. Tout au long de son périple, André Gide rédige le journal de bord d'une aventure humaine et littéraire qui va le bouleverser. Un voyage qu'il demande à son compagnon, le jeune Marc Allégret, de mettre en image. Ce premier film, Voyage au Congo, qu'il réalise à 26 ans, fera de Marc Allégret un cinéaste. Une œuvre dans l'esprit de l'époque, très ethnographique et uniquement dédiée à la découverte des différentes tribus, de leurs danses et de leurs coutumes ancestrales. À l'image de la plupart de ses contemporains, Gide est sincèrement colonialiste et défend l'œuvre impériale de la France qu'il espère sublimer de sa plume et magnifier grâce aux images de Marc Allégret. Mais rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Car au fil du voyage, c'est une mauvaise conscience qui va gagner progressivement André Gide, dont la traversée de l'Afrique devient bientôt une descente dans les enfers de la réalité coloniale. Ce qui a bouleversé André Gide depuis Dakar au Sénégal jusqu'au Tchad, c'est d'abord la pratique abominable du portage. Cette terrible obligation pour les Africains, réquisitionnés dans leur village, de porter, dès qu'une route est inexistante, les Européens et leur matériel, qu'ils soient militaires ou civils. Et lorsque Gide est arrivé plus au sud, en Afrique équatoriale, il a été effaré, comme Pierre Savorgnan de Brazza 20 années plus tôt, par la généralisation du travail forcé au bénéfice de sociétés privées qui, quand elles payent ce qu'elles exploitent, ne le font qu'avec quelques grammes de sel. Pour André Gide, l'heure n'est donc plus à la glorification de l'œuvre coloniale française, mais à sa dénonciation. Quel démon m'a poussé en Afrique? J'étais tranquille. À présent, je sais et je dois parler. C'est un régime qui est en cause. Un régime abominable qui encourage et favorise les pires abus. Qui ruine un vaste pays. Qui asservit et exténue tout un peuple. Lorsqu'il revient à Paris en 1927, André Gide publie à la NRF « Voyage au Congo ». Le scandale est immédiat. Un scandale politique entretenu par l'écrivain qui a alerté son ancien camarade de classe, le député socialiste Léon Blum. À la une du journal de la SFIO, Blum multiplie les articles au vitriol consacrés au témoignage de Gide. Léon Blum ira jusqu'à questionner les fondements mêmes de la colonisation. Rien ne sera possible tant qu'on ne se sera pas attaqué à la base de la colonisation et avant tout à l'idée d'infériorité des races qui justifie le droit que prend le blanc de réquisitionner le noir à son service. Une polémique qui rebondit quelques mois plus tard lorsqu'Albert Londres, l'un des journalistes les plus influents de l'époque, choisit à son tour de partir enquêter sur les pas du célèbre écrivain. Un passage du livre de Gide l'a notamment interpellé. Celui où il évoque un colossal chantier ferroviaire au Congo qui serait un effroyable consommateur de vies humaines. Avec la ligne Congo-Océan, l'objectif de la France est de relier la capitale du Congo français, Brazzaville,
à un nouveau port sur l'océan Atlantique qui deviendra Pointe-Noire. L'enjeu est de taille car cette ligne doit devenir le moyen d'acheminer les richesses de toute l'Afrique équatoriale vers ce port pour ensuite les envoyer en métropole. Et pour y parvenir, la France va utiliser tous les moyens, même les pires. C'est la compagnie privée des Batignolles qui a obtenu la partie du tracé la plus délicate, à travers le Mayombe, un massif forestier tropical instable qu'il faut traverser sur 90 km. Lorsqu'il parvient au Mayombe, Albert Londres est presque saisi d'effroi. J'arrivais au sentier de fer. Là, 300 noirs des Batignolles frappaient des rochers à coups de marteau. C'était la grande hurle. Des contremaîtres transmettaient des ordres idiots avec fureur, commandant à la fois d'attaquer et de s'immobiliser, de monter et de descendre. J'ai déjà vu construire des chemins de fer. On rencontre du matériel sur les chantiers. Ici, que des noirs. Le noir remplace la machine, le camion, la grue, et pourquoi pas l'explosif. Rien d'étonnant pour le reporter que ce chantier soit devenu le plus meurtrier de l'époque. Car la traversée du Mayombe provoque une véritable hécatombe. 1300 morts en 1925, 2500 en 1926, 2900 en 1927 et autant en 1928. Et ce que découvre Albert Londres, c'est que pour faire venir et faire mourir autant de travailleurs, il a fallu aller les chercher bien loin du Congo. On a envoyé des militaires et des contremaîtres rasier des dizaines de milliers d'hommes au Tchad, au Cameroun, au Gabon ou en Centrafrique. On les a installés dans des camps de fortune où ils ont été décimés par la fatigue ou la maladie. On considérera que plus de 20 000 Africains sont morts lors de ce colossal chantier ferroviaire. Si les articles d'Albert Londres vont faire l'effet d'une bombe, la France oubliera bien vite les milliers de morts du Mayombe et rien ne pourra l'empêcher de célébrer son œuvre civilisatrice lorsque sera enfin ouverte la ligne de chemin de fer Congo-Océan. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale.